Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là. Toujours fidèle à notre programme du Bonjour d'Algérie. Et puis exceptionnellement, je vous retrouve aujourd'hui encore une fois. Nous aurons le plaisir d'être ensemble jusqu'à 9h30. On salue Radia qui est en régie, Radia Boulmahali en tout cas, et toute l'équipe du Bonjour d'Algérie qui va vous accompagner. Nous aurons le plaisir de retrouver la seule rubrique habituelle du mardi matin, Nessiba Jaïdir, qui sera là en tout cas pour nous parler donc de la rubrique Mosaïque et surtout d'une belle exposition, l'exposition de Leila Wahmed qui sera parmi nous également, ainsi que M. Khlifati qui sera là pour nous parler donc de cette belle exposition qui a été abritée dans sa galerie. Nous aurons le plaisir aussi de faire un gros plan sur le jardin d'essai. Et oui, c'est les vacances scolaires. Les enfants ont donc plein de choses à faire de ce côté-là, à apprendre autour donc de l'horticulture et surtout les animaux. Notre directeur va en tout cas nous en parler. Le directeur du jardin d'essai va nous en parler en détail et nous aurons donc de belles images inédites de ce jardin. Nous parlerons également architecture avec notre invité. Il participe au Batimatech, en tout cas deuxième journée du salon du bâtiment, et il viendra nous parler de sa spécialité. Il est architecte urbaniste et spécialisé dans le design industriel. Il nous en dira plus tout à l'heure. Et puis on fera un gros plan aussi sur le théâtre. Le théâtre Mahidine Bachtarzi va abriter un très bel événement. C'est la journée internationale du théâtre et ça se passe partout dans le monde, et l'Algérie bien sûr sera à l'honneur à travers aussi cette belle journée. Ça sera mercredi et tout un programme a été tracé à cette occasion. Nous aurons Haider Belhassine sur notre plateau qui est un comédien, auteur et dramaturge. Il viendra nous parler de ce programme et surtout de tout ce qui a été mis en place pour cette journée. Et on aura le plaisir aussi d'avoir avec nous Rahim Abdelaziz à travers son documentaire, un sujet qu'on aura le plaisir de diffuser sur Canal Algérie. Des images en tout cas inédites, puisque ce sont donc des images qui retracent un petit peu la civilisation néolithique, du néolithique, donc de la préhistoire, proto-histoire plutôt. Et bien c'est la région donc de Tindouf. Il nous détaillera tout cela tout à l'heure et il nous expliquera tout ce qui est donc à dire concernant cette région qui est riche en matière d'archéologie. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous ce matin. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin, en tout cas avec nous, 9h30, et en compagnie de toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. Tout de suite, c'est la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, puisque nous étions très heureuses d'être ensemble sur le même plateau hier, on refait la même expérience aujourd'hui. Emel, comment ça va? Bonjour Emel, ça va très bien. Bonjour, tout va bien? Oui, un peu de vent. Un peu de vent? Oui, ah, ça va souffler, hein? Ça va souffler. D'accord. Oui. J'avais pas remarqué ce matin. Ah bon? Oui. Eh ben, ça souffle Bizarre quand même. Hein? D'accord. Il fait bon. Ce que je sais, Oui. c'est qu'il fait bon. Oui. Ça Donc les températures commencent à remonter. Ah ben non, au centre, elles descendent par contre. D'accord, À on va vous l'ouest, écouter. non. C'est Ça dur va. de pouvoir taper S'habiller. la météo de bon matin quand on sort, on est Oui, couvert, il fait frais et tout, et puis après au milieu Et de la l'après-midi, journée, il fait chaud, oui, exact. on vous écoute. Merci Emel. Bonjour à tous, c'est bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera dégagé à partiellement voilé sur les régions de l'ouest, mais plutôt voilé à localement nuageux vers les régions intérieures. Puis le ciel deviendra progressivement nuageux, mais en soirée sur les régions de l'ouest, plus exactement les hauts plateaux et les régions intérieures qui vont donner des pluies parfois assez marquées. Sur le centre, plus exactement les côtes centre et est, eh bien le ciel restera partiellement nuageux, mais des nuages bas assez denses vers les régions intérieures et les hauts plateaux du centre et l'est, pouvant donner quelques pluies parfois orageuses, et à noter des vents assez forts sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, avoisinant les 50 km/h, pouvant même atteindre les 60 km/h près des côtes ouest. La moitié sud, le plus souvent nuageux sur le sud-ouest, la Saoura, le sud d'Adrar, accompagné de quelques pluies qui seront assez marquées vers le Bécharoua et des pluies assez marquées vers le sud de N'Ama et le sud d'Al-Bayad. Le ciel restera plutôt voilé vers l'extrême sud, le Hégard et le Tassili, dégagé à partiellement voilé vers le Sahara central et le Sahara oriental, avec 2 fréquences de sable sur le sud-ouest et le Sahara central. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt élevées vers les régions de l'ouest, une baisse sensible sur le centre et l'est, avec toutefois un maximum de 25 degrés du côté de Mascara, 24 Oran, 22 à Tlemcen, 17 Alger, 16 à Annaba.
14, Tizi Ouzou et Batna, 13, Sétif, 21, Al-Beyod, 17 degrés vers Béchar, 27 Gardaïa, 22 Béchar, 22 Biskra, 28 degrés à Tindouf, Hassim Soud, Ouargla, Tamanrasset, Janet, 33 à Drarin Saleh et le maximum toujours à Borj Bedi Mokhtar et Ngzem avec 36 degrés. Et comme d'habitude, on va faire un petit voyage du côté de l'Europe où le ciel restera partiellement nuageux à Dublin, Londres, Copenhague, Budapest également, Marseille, Paris, Berne et Athènes, peu nuageux à Lisbonne, quelques pluies attendues du côté de Varsovie, Bucarest, un temps couvert à Berlin et Prague, le soleil brillera de tous ses feux à Madrid, Bordeaux, le mercure quant à lui affichera 7 degrés à Copenhague et Varsovie, 8 à Prague, Berlin, 9 du côté de Berne, 13 à Paris, Dublin, Bucarest, 16 degrés à Rome, également Bordeaux, 17 à Marseille, 22 degrés à Madrid et enfin 26 degrés le maximum à Lisbonne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, merci beaucoup Amel. Merci. Donc on a pu voir les températures les plus élevées, c'est donc 36. 36 à l'extrême sud, 36, oui, voilà. toujours. Et puis on va aller vers Tindouf tout à Tout l'heure. à l'heure, oui. Il avec faisait 28 28 degrés. D'accord. Mais On va un aller climat grâce sec, à hein. Rahim tout à l'heure voyager du côté de Tindouf et voir toutes ces richesses archéologiques. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. À tout à l'heure. Allez, comme le veut la coutume, on va commencer avec une belle chanson. Le groupe Friklen qui nous chante Amaziria.
Voilà, c'était donc les Fricklen. Et puis, j'espère que ça vous a bien réveillé, ça vous a donné du punch pour suivre notre programme aujourd'hui. On va débuter tout en douceur, en tout cas avec un très beau jardin, un jardin d'acclimatation qui est très visité ici en Algérie, particulièrement à Alger Centre. Eh bien, c'est le jardin d'essai de l'Hamma. Et pour nous en parler, nous avons ce matin le directeur du jardin d'essai, Monsieur Abdelkarim Boulahia. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci. C'est toujours un plaisir en tout cas de recevoir un camarade puisque nous avons fait le même institut et parler bien sûr de nature, c'est toujours un plaisir puisque vous êtes à la tête donc, de ce jardin d'essai. La gestion n'est pas facile et surtout que vous me disiez 7 sur 7 d'ailleurs, vous travaillez. Effectivement, donc le jardin donc, est ouvert tous les jours, 7 sur 7, y compris le week-end et jours fériés, donc de 10h jusqu'à 19h. Donc, on reçoit donc, des visiteurs donc, tous les jours, notamment durant cette période-là. Voilà. C'est pourquoi on vous a invité justement pour parler justement de la destination pour les vacances scolaires. Et beaucoup de parents veulent emmener à la découverte donc, de plantes ou des animaux, bien sûr, qui sont à proximité des grandes villes. Oui. Bon, justement, le jardin, c'est un jardin botanique. En même temps, donc, on a un petit zoo donc, qui draine, qui attire beaucoup de monde, notamment donc, les enfants à bas âge. Donc, c'est un petit zoo d'un hectare, mais quand même, il y a beaucoup d'animaux. C'est ça, beaucoup d'espèces d'animaux qui attisent la curiosité de ces jeunes enfants. Effectivement. Donc, le jardin d'essai, donc, il est très bien connu, notamment par les Algériens. Donc, c'est un jardin qui fait 32 hectares de superficie. Donc, avec une biodiversité végétale et animale donc, très importante. Donc, c'est une destination privilégiée, que ce soit par les Algérois ou par toute la population d'Algérie. Donc, on reçoit des gens de toutes les wilayats, donc même les wilayats de l'intérieur. Pas uniquement le printemps, donc tout au long de l'année. Et là, comme bien sûr, ça y est, c'est les beaux jours qui arrivent, il fait très bon et donc c'est très agréable d'aller se promener bien sûr dans les différentes allées du jardin, puisque c'est un jardin qui a été très bien orienté, que ce soit donc du côté de la mer. Voilà, on a la vue sur la mer, les images que vous nous avez rapportées, c'est cela, c'est cette particularité. C'est un jardin qui a été bien tracé, le jardin français, le jardin anglais, la jungle équatoriale comme on l'appelait. Effectivement, voilà, qui est très agréable. Le choix de l'emplacement de jardin, donc, il a été bien étudié parce qu'effectivement le jardin est ouvert sur la mer. En même temps, il est protégé par la colline des Bois des Arcades. Et par conséquent, donc, cette exposition lui permet d'avoir un microclimat particulier. Donc, n'importe quel visiteur peut le constater. Le fait d'entrer au jardin, donc, on constate qu'il y a un changement de climat, notamment en été. C'est justement cette particularité qu'il soit ouvert sur la mer. Donc, il reçoit donc, des vents frais et humides de la mer de la Méditerranée. En même temps, on a cette protection, c'est la colline des Bois des Arcades qui, en quelque sorte, protège le jardin des vents du sud qui sont chauds et secs. Le jardin, comme je l'ai déjà annoncé, c'est un jardin avec une biodiversité donc, importante, parce qu'on trouve le jardin de style anglais ou le jardin de style français. Le jardin de style français, c'est le plus important, je pense, en superficie, non? Non, c'est pratiquement la même superficie, sauf que le jardin, donc c'est deux styles complètement différents, donc c'est des styles d'aménagement. Bon, on l'appelle le jardin style français, mais à vrai dire, c'est un jardin de style français. Style d'aménagement, c'est un style français. Jardin ouvert, donc plein de soleil, il n'y a pas assez d'ombre. En même temps, donc, il est caractérisé par des formes géométriques régulières et le principe de symétrie. Donc tout ce qu'on trouve sur la droite, on le trouve sur la gauche. Par contre, le jardin style anglais, c'est un jardin fermé, avec beaucoup d'ombre, avec des formes géométriques irrégulières, et on ne trouve pas le principe de la symétrie, comme le jardin style français. Et c'est pratiquement un jardin spontané. Ça donne l'impression d'être un jardin spontané, mais en fait, ça a été pensé, réfléchi pour la plantation de ces espèces donc, végétales, je pense. Effectivement, parce que le jardin style anglais, ce n'est pas un jardin naturel, ce n'est pas une forêt naturelle, mais il a été planté. Parce qu'à l'origine, c'était des terrains marécageux, mais il a été aménagé par des paysagistes à l'époque. C'est des gens spécialistes. Tout ce qui est sur le jardin, que ce soit sur le côté français ou au côté anglais, il a été planté et étudié et aménagé. C'est ça la distinction entre les deux jardins. On trouve aussi donc les allées du jardin. C'est des allées qui structurent en quelque sorte le jardin, qui traversent le jardin du nord vers le sud.
On a l'allée des platanes, on a l'allée des dracénas et l'allée des ficus. C'est les plus connus. Hein. Voilà. Et bien sûr, il y a les fameux Washingtonia aussi, les grands palmiers très... voilà. Il y a aussi une allée des bambous. C'est une allée qui traverse le jardin du côté français vers le jardin style anglais. C'est des allées qui ont été plantées entre 1844 et 1867. Il faut le rappeler, c'est un jardin d'acclimatation, c'est-à-dire c'était au départ des expériences. Ils ont introduit donc des espèces qui n'existaient pas en Algérie et ça a été bien acclimaté. C'est pourquoi on l'a appelé le jardin d'acclimatation. Effectivement, au démarrage, c'était une pépinière. C'est ça. Donc le démarrage, c'était en 1832. Ensuite, il est devenu le jardin d'essai. Donc il a pris cette appellation, c'est par rapport aux essais qui ont été effectués au niveau du jardin. Donc à l'époque, les Français, donc, ils ont fait introduire des espèces de tous les continents pour les essayer et étudier leur comportement par rapport au climat et au sol algérien. À un certain moment, donc c'était pratiquement en 1868 que le jardin est devenu un jardin d'acclimatation. Et là, donc justement, donc il est passé vers une autre vocation, c'est beaucoup plus le côté... Vous nous avez ramené de super photos, on est en train de les voir au fur et à mesure. Celle-ci est une des plus anciennes aussi et plus célèbres surtout du jardin. C'est le fameux ficus. C'est ça, le ficus retusa, c'est où a été tourné l'arbre de Tarzan. De Tarzan, le Quelques film séquences de Tarzan. le premier film de Tarzan, donc, par l'artiste Johnny Weissmuller, c'était en 1929. 1929-1930, c'était quelques séquences qui ont été tournées au niveau de cet arbre. Donc il a pris cette appellation, c'est l'arbre de Tarzan. C'est pratiquement le carrefour du jardin d'essai. Voilà. Tout le monde passe par là. Tout à fait, on se sent tout petit face à cette immensité, cet arbre qui est assez généreux. Hein. Oui, effectivement, d'ailleurs c'est un arbre qui est majestueux. Donc avec une forme particulière. Donc, et des lianes qui descendent. C'est ça, oui. C'est des racines aériennes, justement. Voilà. C'est ces mêmes racines aériennes qui ont été utilisées par l'artiste à l'époque pour se déplacer d'un endroit vers un autre. Ce n'est pas des cordes, mais c'est plutôt des racines aériennes qui, avec le temps, ils vont se développer pour devenir carrément des branches qui vont soutenir l'arbre pour prendre encore plus d'espace. Parce que c'est l'arbre qui est en train d'enquérir l'espace qui entoure le... Alors, le jardin continue toujours à séduire. D'ailleurs, vous avez plusieurs fois des propositions de tournage, des émissions. Nous-mêmes, on vous a sollicité plusieurs fois pour venir tourner des émissions sur place parce que le cadre est vraiment agréable et ça donne une très belle image. Mais en fait, vous travaillez aussi sur la préservation de cet espace et surtout le classement. Donc d'ailleurs, vous avez monté un dossier de classement, vous étiez venu en parler, et là, le dossier a été déposé au ministère de l'Environnement. Effectivement. Donc, récemment, d'ailleurs. Récemment, oui. Justement, c'était le 4 mars dernier, donc en 2019, qu'on a déposé le dossier de classement. Bon, c'est un dossier quand même assez important, notamment par rapport à l'inventaire des espèces végétales existantes au niveau du jardin d'essai. Donc, il fallait donc avoir un inventaire exact. Sur les espèces qui existent au niveau du jardin. C'est un paramètre très important pour classer un jardin. Le classement du jardin donc, se fait en parallèle sur deux volets. Un classement national et un classement international. Sur le plan national, le dossier donc, il a été préparé et déposé au niveau du ministère de l'Environnement. C'était le 4 mars dernier. Donc il va être traité par une commission ad hoc, conformément à la loi donc 0607 relatif au classement des jardins et des espaces verts. Donc, il y a un autre classement qui est en cours aussi, donc avec le BGCI. BGCI, donc, c'est un réseau mondial des jardins botaniques. Là, donc, on a fait des démarches. On a invité même des experts qui ont passé au jardin pour le visiter. Et là, donc, on est sur la bonne voie, justement, pour une adhésion du jardin dans le BGCI, dans le réseau. En même temps, donc, pour avoir, en quelque sorte, une renommée mondiale, pour que le jardin d'essai soit considéré comme un jardin botanique de renommée mondiale. C'est ça. En tout cas, la renommée, vous l'avez, puisque les visiteurs sont toujours contents, une fois qu'ils ont fini leur visite, et très satisfaits donc, de leur balade. Alors, on va parler justement de ces animations que vous allez organiser pour ces vacances, 15 jours donc, de vacances, qui vont permettre aux jeunes de pouvoir aussi s'adonner à peut-être des exercices de jardinage ou de compréhension, ou peut-être de visite et surtout très intéressante pour expliquer avec des professionnels ce que c'est qu'une plante, ce que c'est qu'un animal, etc. Oui, justement, donc, au niveau du jardin, on a des ateliers donc, de jardinage, d'aquariophilie. Tout au long de l'année en général. Voilà, toute l'année. C'est pratiquement les week-ends et le mardi après-midi. C'est des ateliers organisés donc, pour des enfants ou même pour des adultes. C'est magnifique.
magnifique. Voilà. Des petits artistes en herbe aussi. Voilà, c'est ça, oui. Mais justement, spécialement au printemps, donc ces ateliers, donc on les multiplie et on les fait quotidiennement. Donc on reçoit, puisqu'on reçoit beaucoup d'enfants, donc on organise des ateliers de dessin, de jardinage, d'aquariophilie, même d'apiculture. Et là, donc, on reçoit beaucoup d'adhérents et beaucoup de demandeurs par rapport à ces ateliers-là. Donc, on a d'autres animations. Donc, on fait appel à des clowns. On organise même des pièces théâtrales. Bien sûr, le clown ou les pièces théâtrales, ils sont donc orientés vers l'éducation environnementale, donc pour la protection de l'environnement, la protection pour la propreté, le non-gaspillage de l'eau, etc. Donc, c'est toujours orienté pour éduquer ces enfants avec une méthode c'est toujours quand ça commence très tôt que, bien sûr, l'information passe le mieux. Hein. Effectivement. Voilà. Alors, ces animations, il faut rappeler que le jardin d'essai est ouvert tous les jours, de 10h à 19h. Tous les jours. Un flux de monde extraordinaire. Effectivement. Voilà. Donc on reçoit beaucoup de monde. Donc en 2018, on a reçu pratiquement 1,9 million de visiteurs, avec un pic de 23 000 visiteurs une journée. Donc c'était le mois de mars justement, c'était le 23 mars. On a donc le jardin a reçu donc 23 000 visiteurs dans une seule journée. C'était une journée particulière ou c'était? Oui, c'était les vacances du printemps justement. C'est la même période, voilà. C'est des périodes où on reçoit beaucoup de monde parce que le printemps, c'est le jardin beaucoup plus, c'est les jardins, c'est les forêts. Et là donc c'est les vacances, les gens ils sont disponibles, les parents sont disponibles, donc ils peuvent automatiquement se déplacer vers le jardin. C'est ça. Mais donc si on part de l'année, donc c'est 1,9 million de visiteurs, quand même c'est important parce que un article qui est sorti, donc qui compare en France, d'un magazine spécialisé des jardins botaniques, qui a comparé le jardin d'essai par rapport les jardins botaniques de Kew. Oui. Le jardin de Kew, donc c'est le numéro 1 mondial, c'est 127 hectares de superficie, et donc il se trouve au sud de Londres. Ce jardin, donc il a reçu en 2017 2 millions de visiteurs. Le jardin d'essai avec 28 hectares, donc à l'Algérie, donc on a reçu 1,9 million de visiteurs. Donc l'article, il a fait une comparaison entre deux jardins avec deux dimensions complètement différentes. Mais avec un nombre de visiteurs qui avoisine le nombre de visiteurs de Kew Garden. Sans pour autant faire trop de publicité autour, c'est-à-dire les Algérois sont très contents d'avoir ce poumon en pleine ville, c'est-à-dire en plein Alger, pour pouvoir venir se détendre et profiter de l'ombre de ces arbres et surtout de ces animaux. Les enfants sont ravis de pouvoir aussi découvrir et aller courir dans ces allées, ces belles allées. Et bien entendu, vous avez énormément d'agents aussi pour le nettoyage, pour l'entretien, pour la surveillance aussi, c'est très important. Effectivement, donc quand même, c'est les deux paramètres les plus importants dans un jardin botanique ou jardin particulier. C'est la sécurité des visiteurs et des biens. En même temps, c'est l'hygiène et le nettoyage. Justement, on ouvre à 10 heures parce qu'on commence tôt le matin pour balayer toutes les allées, donc nettoyer tout le jardin, le préparer à 10 heures pour les visiteurs. Donc à 10 heures, le jardin est prêt, bien nettoyé. On a un dispositif sécuritaire avec des caméras de surveillance, avec une gestion très particulière des accès, entrée et sortie des visiteurs. Là, donc, vous avez deux entrées de chaque côté. Voilà, donc ça va nous permettre donc, de gérer le flux de visiteurs. Donc pour le citoyen ou visiteur, donc soit tranquille, il visite le jardin dans les meilleures conditions que possible. Exactement. Voilà. Et puis vous avez bien sûr plusieurs équipes pluridisciplinaires, des scientifiques, des ingénieurs agronomes, des vétérinaires qui veillent aussi au bon déroulement et à la santé bien sûr des plantes et des animaux. Alors on va parler des naissances aussi que vous avez eues aux zoos du jardin d'essai. Justement, donc par rapport aux zoos, donc actuellement donc on est sur une grande opération de réhabilitation du zoo. Tout d'abord. Parce que justement, donc, le zoo, c'est un héritage. Donc, il a été créé en 1900. Donc, il a reçu quand même quelques travaux de réhabilitation, mais pas grand-chose. Actuellement, donc, on est avec un bureau d'études spécialisé. Donc, on compte en 2019 réhabiliter le zoo avec des façades vitrées. Donc, en plus, donc, une réhabilitation des enclos des animaux. Donc, on veut donc reproduire le biotope de chaque espèce. Là, donc, on a développé, on a donc pu débloquer les liquidités nécessaires. Donc, c'est les recettes du jardin parce que le jardin est financièrement autonome. Donc, on va faire tous ces travaux donc, par les recettes du jardin. Donc, par rapport à ça, il y a donc une grande opération en 2019, sauf que on ne veut pas fermer le zoo aux visiteurs. Donc, on va le faire par étapes. Il avait été
été fermé il y a une certaine époque et c'était donc triste pour tous les visiteurs qui étaient restés comme ça, privés de ces belles visites. Mais bon, c'était pour la bonne cause. Il avait été rénové et réouvert au public après. Voilà, mais actuellement, on va le faire par phase. On a commencé donc, avec des batteries d'aquarium. Donc, actuellement, donc, on est en train d'installer donc, un bassin aquarium. Donc, c'est un aquarium sous forme de bassin pour les plantes aquatiques et les espèces aquatiques. Il est très intéressant. On a bien avancé sur ce projet-là. Donc, on va le finir incessamment. On a toute une opération de façade vitrée donc, pour avoir un zoo donc, similaire aux zoos des autres zoos du monde. Par rapport aux acquisitions, donc, on a justement dernièrement donc, on a fait l'acquisition d'un couple de lions. Ce couple de lions, donc, il est génétiquement très intéressant parce qu'ils sont issus de parents blancs. Et par conséquent, donc, dans la descendance, on peut avoir des naissances de lions blancs. Voilà, on a aussi donc, reçu donc, c'est très rare. On est en train de voir quelques spécimens, on va dire. C'est des naissances. Un lionceau. On a donc 2 lionceaux. Donc, c'est une nouvelle naissance. C'était le 20 février dernier. Donc, c'est pratiquement un mois de naissance. On a aussi donc, le jardin, donc on a fait l'acquisition d'un couple de gazelles leptocères, c'est ce qu'on appelle RIM. C'est une espèce en voie de distinction, elle est protégée. Voilà. Elle est menacée. Justement, donc, on a eu la chance d'avoir une naissance de gazelle. Voilà, de gazelle leptocère, voilà, le RIM, une de naissance. Donc, aussi, donc, on a ramené donc, un crocodile du Nil, un petit, donc, au jardin. Voilà, donc c'est des échanges, en même temps, donc quelques naissances qui vont enrichir la collection du jardin. Vous avez, on n'oublie pas, vous avez un des plus anciens spécimens empaillés de crocodile, un très très vieux crocodile qui était resté dans le jardin. Jacqueline. On peut le visiter d'ailleurs. Oui, elle est toujours visitable, oui, elle est empaillée, protégée, voilà. On va voir en tout cas toutes ces belles choses à travers un reportage. On viendra voir un petit peu l'évolution un petit peu de ces travaux au niveau donc, du zoo avec nos équipes, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah, oui, vous êtes les bienvenus. C'est gentil, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Abdelkrim Boulahia. Je rappelle que vous êtes le directeur du Jardin d'essai et puis bravo à toutes vos équipes, à vous également pour tout ce que vous faites comme travail au sein donc, de ce jardin. Et puis on rappelle que ça y est, c'est ouvert depuis donc 10h du matin, vous pouvez y aller dès aujourd'hui. Les visites sont très agréables. Vous avez le temps jusqu'à 19h, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, oui. Voilà, tous les jours. Et puis avec beaucoup d'animation pour ces vacances. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Voilà, on va recevoir dans un tout petit moment Nessiba Jaïdir pour parler donc de sa rubrique Mosaïque et recevoir ses invités tout de suite, juste après ça.
Voilà, et le mardi, c'est le rendez-vous avec les arts, bien sûr, sous toutes leurs formes. Et c'est Mosaïque, présenté par Nassiba Djaidir. Bonjour Nassiba. Bonjour Amel, bonjour à vous tous. Ravie de vous retrouver tous les mardis. Et ravie aussi de vous croiser sur ce plateau. Ça faisait longtemps. Ça fait très plaisir Amel. Là, c'est le mec. Merci Nassiba. Donc aujourd'hui, vous allez continuer sur votre lancée, parler donc tous de ce qui est nouveauté, bien sûr, en matière d'exposition. Oui, il y a pas mal d'expositions. Beaucoup d'expositions. Le choix est difficile. Hein. Oui, justement. C'est très riche en ce moment. Il y a un bon programme un peu partout dans les galeries. C'est très riche. Des artistes, des artistes professionnels qui exposent, des amateurs aussi. Alors cette fois-ci, on s'est intéressé à une exposition, donc direction une galerie d'art, Yasmine, qui expose une artiste qu'on n'a pas rencontrée depuis très longtemps. Il s'agit de Leïla Ahmed. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Ça nous fait plaisir. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là en tout cas. Merci à vous de nous avoir invités. Je vous en prie, accompagné du galeriste et très dynamique galeriste, Elias Khlifati. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être des nôtres. C'est ce que j'allais dire, très dynamique, vous l'avez bien dit. Très dynamique aussi, très dynamique. Il y a toujours un riche programme dans sa galerie qui a exposé de grands noms de la peinture algérienne et qui a aussi une bonne expérience derrière lui, 20 ans ou plus, dans ce domaine, dans le domaine de l'art. Très passionné par l'art, un grand amoureux de l'art. Oui, exactement. Alors la dernière fois que vous êtes passé ici sur le plateau avec nous, c'était il y a quelque temps avec Zohra Hachid Sellel qui exposait dans votre galerie. C'était une exposition itinérante. C'est la nouvelle démarche de la galerie Yasmine actuellement depuis presque 5 ou 6 mois. Après notre démarche, notre petit programme 2014-2018, on a attaqué le nouveau programme 2019-2022. Et actuellement, cette nouvelle démarche, c'est de signer des conventions de partenariat avec d'autres espaces à l'international. On a quand même fait une première expérience en Espagne, plusieurs expositions. Avec quel artiste On a commencé avec des artistes de la galerie. Ils étaient 5 artistes. C'était Mustafa Nujay, Kenza, et les gens de Mostaganem, Djeffel, Debeladi et Hachmi Amel. Et juste après, on est parti à Paris. Quand même une belle expérience aussi avec chez Orza, la galerie Sable d'Art dans le 2e arrondissement. Et c'était une dizaine d'artistes peintres. Et l'expérience a continué toujours avec les Espagnols. Notre ami Hachmi Amel qui a sillonné un peu les villes d'Espagne. Et on a fait quand même 4 expositions dans le cadre d'échanges culturels entre les deux rives. Et cette fois-ci, il a montré cette exposition, c'était un naufrage en Méditerranée, au Carraga. C'était une belle rencontre avec les artistes et le public espagnol. C'était des grandes villes comme Ibiza, Alicante, Palma et Pego. Voilà. D'accord. Là, c'est pour avoir une meilleure visibilité des artistes. Voilà. Et sans oublier les Tunisiens et les Marocains qu'on a justement signé avec eux, avec Sadiqa Keskes, elle est artiste, elle est souffleur de verre en Tunisie, et elle possède des résidences d'artistes, une très grande galerie aussi. Et on a commencé à faire des échanges avec les Tunisiens et ainsi que les Marocains dans les prochains jours ou prochaines semaines, comme ça. C'est intéressant, très ouvert en tout cas sur l'art à l'international et puis même au national, puisque vous avez aussi invité, on vous a vu aussi à Mostaganem, vous avez aussi été vers d'autres artistes. Exactement. C'est moi... justement, ce sont ces mêmes artistes qui ont exposé au travers de ces expositions itinérantes, Amel. On a eu à recevoir aussi Saïd Bledi, qui a fait partie du collectif qui a exposé à l'étranger, dans d'autres pays, notamment européens. Et cette fois-ci, place à Leïla Ahmed, qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. La dernière fois où on s'était rencontrés, ça remonte à... En 2006, je crois. 2006, 2007, vous aviez exposé Leïla Ahmed. Si mes souvenirs sont bons, c'était au Bastion 23, au Palais des Raïs. C'était avec d'autres artistes aussi, et vous étiez très porté sur le verre. Oui, c'était votre support de travail tout au début de votre parcours artistique, Leïla? Oui, au début, je peignais sur verre, et j'ai peigné sur verre pendant 4 ou 5 ans, jusqu'à ce que je tombe malade et que je puisse plus toucher ces produits-là avec les solvants.
Et je me suis tournée vers la peinture sur toile. Voilà, vous êtes passé par côté santé, donc il y a eu Oui, j'ai eu un cancer. Oui, des soucis de santé, donc il fallait se soigner. Oui. Et les produits n'étaient pas bons pour moi. Et voilà. donc, c'était pas possible. Et la peinture, ça a été une véritable thérapie. Vous êtes retourné vers la toile, donc la toile qui est devenue votre support de travail. Et vous exposez actuellement à la Galerie d'Art Yasmine une exposition, une très belle exposition. Vous nous avez ramené le printemps. Le printemps, c'est très coloré, Amel. C'est vraiment... Vous nous avez apporté du baume au cœur, je dirais, Leïla Wahmed. Oui, c'est ma façon de voir la vie. Ouais. Voilà, vous avez surmonté la maladie, vous avez aussi, grâce à la peinture, pu avoir encore une autre vision de la vie. Oui, comme je disais, plus que la maladie, mes filles sont parties. Mes filles se sont mariées et elles m'ont quittée. Oula. Donc je pense que ça a été plus dur que ce que j'ai enduré quand j'étais sous chimio et sous radiothérapie. Voilà. Donc je me suis tournée vers la peinture et ça a été un dérivatif. Et ça a été un déclic aussi pour vous, la peinture sur toile. Oui, j'ai adoré. Je ne pensais pas le faire au départ, mais ça a marché. Et j'en ai fait des tas et je peignais tous les jours et j'en ai mis partout et sur les murs, derrière les portes, et jusqu'à ce que je rencontre un jour Monsieur Khelifati grâce à mon amie Anissa Kazitani. Qui l'a ramené à la maison, que je ne connaissais pas, M. Khelifati, avant. Moi, je n'allais pas dans les galeries, je peignais dans mon coin. Ouais. Voilà, c'est vrai que vous avez aussi disparu de la scène artistique. Ah oui, complètement. Même dans les galeries, par rapport à votre maladie. Et puis j'ai engrangé plein de toiles. Et mon amie m'a dit, écoute, elle m'a fait la surprise de venir avec M. Khelifati un jour. Et quand il a vu tout ça, il m'a dit, il faut absolument que vous montriez ça au grand public. Au public. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et ça a été une belle aventure. Oui. Qui continue. Pour moi, quand même, Leïla Ahmed, Madame Leïla, quand j'ai vu ses œuvres chez elle, j'étais vraiment émerveillé de voir ce talent déjà. Pour moi, c'est une artiste cachée quelque part. Et moi, c'est mon devoir, c'est mon métier de découvrir des gens comme ça, comme Leïla, des talents, et puis montrer ça au grand public et partager justement. Et c'est ça la démarche. Les mettre au grand jour et pouvoir aussi permettre au public de découvrir et puis nous permettre, grâce à Nassiba, d'avoir cette exposition visible aussi aux téléspectateurs, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple, de découvrir des artistes. Alors, on va aller tout de suite découvrir votre reportage, Nassiba. Oui, bien sûr. Alors, ça se passe à la Galerie d'Art Yasmine qui se trouve à Hay El Bina, à Del Ibrahim. Alors, on découvre. On y va. À la Galerie El Yasmine, le printemps s'installe bel et bien. Leïla Wahmed nous offre en partage une palette riche et colorée. Sur les cimaises, des toiles aux formes et couleurs évoluent en harmonie. Des couleurs chaudes, où elle y imprime sa vision et ses émotions du moment. Et dans son espace plastique, l'artiste laisse parler son moi intérieur. Alors c'est une expo que je prépare depuis quelques années. Elle n'était pas destinée à être montrée. Au départ, je peignais parce que c'était un besoin. Et c'est mon amie qui m'a vraiment poussée à les montrer parce qu'elle a trouvé qu'elle les a aimés. Alors, je trouve cette exposition extrêmement haute en couleurs d'abord. Elle est festive, elle est très optimiste. Il y a de la joie de vivre là-dedans, il y a des couleurs crues. Crues ou parfois même il y a des mélanges savants de couleurs, mais c'est la joie de vivre et le bonheur à tout prix, le bonheur malgré tout. Voilà, c'est la première impression qu'on a. On est frappé par ces belles couleurs-là. Dans sa dynamique artistique, Leïla
laisse libre cours à sa créativité. En autodidacte, elle avance, recherche et explore. L'artiste nous transmet un sentiment de joie et de gaieté, ainsi que son amour de la vie. Ces toiles sont une véritable renaissance. Elle, qui côté santé, est passée par des moments très difficiles. En plus d'une passion, la peinture a été pour Leïla Wahmed une véritable thérapie. Son exposition, elle l'a d'ailleurs intitulée Allégresse. Elle se retrouve peut-être dans les grands formats, peut-être c'est sa nature en plus, parce que je lui demandais à chaque fois, est-ce que vous avez des petits formats? Elle me dit, moi, non, actuellement, je bosse uniquement sur le grand format et je me retrouve très très bien dans son univers des grands formats, avec ces couleurs qu'on est en train de voir, c'est la beauté. Et puis, ça reflète aussi la personnalité de Leïla Wahmed, voilà, c'est un peu ça. C'est des tableaux qui expriment tout ce qu'elle pense. On voit des tableaux de liberté, on voit des tableaux de nature, ça reflète nos habitudes, les khamset et tout. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces tableaux. Ils sont très beaux, beaucoup de couleurs et qui sont mis en valeur dans ce... Beau voyage que nous a offert Nassiba ce matin et grâce à l'artiste aussi, Leïla Wahmed. C'est vraiment le printemps. C'est vraiment le printemps, les couleurs donnent vraiment chaud au cœur. Une belle exposition dans une belle scénographie aussi visuelle. Hein. Pour le montage de cette exposition, vous avez travaillé à deux? Exactement, c'est toujours la même chose. C'est toujours, c'est-à-dire nous, en on fait collaboration participer avec l'artiste, parce que l'artiste, il connaît bien ses œuvres, il connaît bien sa thématique aussi, parce que dans cette exposition, il y a aussi des histoires. Dans chaque tableau, il y a une histoire à raconter. C'est-à-dire Leïla, elle peut vous dire qu'aussi, il y a des histoires dans chaque tableau. C'est-à-dire, c'est des passages dans sa vie, comme ça, avec ses enfants, avec son entourage, voilà, sa petite fille. Alors, on vous laisse la parole. En fait, c'est vrai que chaque toile raconte sa petite histoire, Leïla. Oui, en gros. Oui, en gros, c'est très coloré. Il y a beaucoup de détails aussi. Oui, comme la tortue, par exemple, qui est là. D'accord. C'est la tortue que m'a ramenée ma petite fille de Tizi Ouzou. Et elle est sur le dépliant et puis on l'a vu aussi dans le reportage. Elle l'a appelée Fleur. Je ne sais pas comment je vais faire, mais... Tenez. Hop, voilà. Voilà, elle l'a appelée Fleur. Donc j'ai fait des petites tortues à tête de fleurs. Ça, c'était le tableau de ma petite fille. Très bien. Voilà, ou alors c'est Coccinelle qu'elle me ramène, qu'elle trouve dans le jardin.
On pourrait dire que chaque tableau raconte sa petite histoire, je le disais il y a un instant, et des souvenirs en mémoire s'étalent et s'enracinent dans vos œuvres d'art, dans vos toiles. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand j'ai perdu un ami, quand ça se ressent, ça se ressent. Ou alors quand mes filles me manquent. Il y en a un qui représente, je ne sais pas s'il est là. Si, le voilà. Oui, on va le voir. Et puis c'est les flammes. Il y a 3 visages de filles, c'est les miennes. C'est celui-là. Voilà, ou alors quand il fait beau, quand... Triste, non, parce que je le suis pratiquement jamais, mais voilà, c'est la vie de tous les jours. Oui, et en fait, vos toiles respirent cette joie de vivre. Exactement. Oui. C'est la joie de Ça respire vraiment le bonheur, la joie de vivre. Et pourtant, vous êtes passé par des moments quand même, je le disais dans le reportage, assez difficiles, Leïla. Oui, mais moi je pense que les moments les plus durs, c'est quand mes filles m'ont quittée et pas quand j'ai été malade. Vous avez, disons, accepté votre maladie avec complètement. Le sourire. Complètement. Si, ça m'a pas trop dérangée, j'ai pas été... C'est un tempérament qui vous a permis en tout cas d'être plus expressive à travers la peinture, et vous avez donc voulu partager ça avec un public, puisque vous, aujourd'hui, vous êtes très heureuse de pouvoir exposer. Très heureuse, je ne suis pas très loquace, je ne parle pas beaucoup, donc ce que je ressens, je pense que je le mets sur mes toiles. Voilà, vous étiez bien entourée lors de l'exposition, le vernissage. C'était un hasard, c'était un hasard, ce jour-là, tout le monde est venu, tous mes amis étaient là. Voilà, puis le hasard a fait que c'était quand même une semaine après le vernissage. Oui. Et c'était le hasard, c'est vrai que c'était le hasard. Tout le monde est venu. Au moment où on est rentré avec l'équipe, on a atterri au niveau de la galerie. Et beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup, toutes ses amies, des copines, des membres de la famille. Et j'ai pas voulu leur dire que la télé était là parce que je pense qu'elle serait pas venue. Ah bon? Ah non. Par pudeur, par timidité, par pudeur, oui. Donc j'ai dit à personne qu'il y avait la télé et tout le monde était là. Non, je remercie aussi Saleha Imekraz qui a déclamé ce joli poème pour moi. Exactement. Elle a fait un petit récital poétique. Saleha Imekraz, qu'on salue si elle nous regarde ce matin, qui est artiste peintre et poète aussi. Et c'est mon amie d'enfance. Et c'est votre amie d'enfance. Oui, on a grandi dans le même quartier, toutes les deux. Voilà, je le remercie. Donc les amis étaient bel et bien au rendez-vous. Oui. Il était là ce jour-là. Alors, on va peut-être revoir quelques-unes de vos toiles, si c'est possible. C'est ça. On va demander à Mina Bouhamdani, la scribe de l'émission, si elle peut nous... Pour décortiquer un petit peu quelques-unes de vos... on va les revoir. Celle-ci, donc vous peignez beaucoup sur le grand format, n'est-ce pas? Oui, c'est le dernier, celui-là. Le grand, là, avec l'arbre. Je l'appelle l'arbre de vie. L'arbre de vie. Je me suis dit que c'était un message où c'était l'humanité entière, avec toutes les races confondues. Et je me suis dit qu'un jour, peut-être, il n'y aura plus de conflits. Oui. Il n'y aurait plus de conflits dans le monde. Oui. Alors, vous êtes plus à l'aise sur les grandes toiles? Oui. Les grands formats? Mais je ne peux pas expliquer pourquoi. Oui. Je n'arrive pas à peindre sur des petites toiles. D'accord. Il me faut toujours de grands formats. Ok, on va bien sûr, c'est compliqué parce qu'on peut pas c'est difficile à rentrer à la maison, ça rentre pas dans les voitures, ça. Et ça travaille, Leïla Ahmed, ça travaille en général dans l'atelier. Vous m'avez dit que vous aviez un atelier quand même assez spacieux, ou ailleurs peut-être. Oui, alors j'ai un très bel atelier sur la terrasse de ma maison. Oui. Il est tout en verre, il est très éclairé, mais je peux pas travailler là-bas. Mais pourquoi? Parce que je me sens seule, je me sens isolée, donc je travaille dans la cuisine. Dans la cuisine, j'ai une très grande table. C'est plus chaleureux, c'est plus intime. Ah oui, complètement. J'en mets partout, je mets toutes mes peintures sur la table, il y a de la peinture partout, mais c'est là où je me sens le mieux. Mes chevalets sont dans la cuisine. D'accord. C'est dur. On est en train de voir, pardon Amel, on est en train de voir une autre toile. Une de vos toiles. Oui, là j'étais contente ce jour-là. Et là, c'est l'imaginaire, c'est le moi intérieur qui parle, Leïla Ahmed. Oui. Il y a des formes, des formes, des couleurs évoluent en harmonie. Oui, celui-là, je l'ai appelé la joyeuse famille. Quand on regarde bien, il y a mon mari, moi et mes 3 filles. Voilà. Chaque personnage une couleur. Oui.
Et puis il faut dire que bon, le spectateur face à ces toiles peut interpréter à sa manière ce qu'il voit et ce qu'il ressent. On peut voir aussi d'autres toiles si c'est possible. Oui, on va en voir quelques-unes. Voilà. Alors on voit que c'est très en mouvement aussi. Hein. On va Celle-ci, profiter de la présence de l'artiste pour nous Il y a de la parler musique tout en autour direct, peut-être. voilà. Oui, peut-être. Je l'ai appelée la joyeuse famille, oui, c'est vrai. Et là, c'est dans la Ça, c'est spontanéité mon art. que vous travaillez, vous extériorisez vos sentiments, vos états d'âme Oui. dans ces toiles. Oui, celui-là, Ce sont il était les un peu émotions du plus- moment. Oui, c'est vrai. Celui-là, c'est le dernier. C'est un plan Ça se passe rapproché en là. film. Hein. Là, on Oui. voit le plan rapproché. Il y a plus de détails dans ce plan. Oui. Vous avez donné des titres à vos... Pas tous, non. toutes, voilà, Globalement, c'est ce que on j'ai a remarqué. appelé ça allégresse. Allégresse, Oui, mais bon, parce il y a- que c'est ce qui me caractérise. tout à Mais fait, il y a des sinon- toiles où il y a des titres et d'autres non. Oui, oui. Tout à fait. Alors toutes ces formes et les couleurs s'imposent en fonction de vos états d'âme. C'est vrai. Et là, quand j'ai fait ces petites boules noires, là, Oui, ça me rappelle de mauvais souvenirs. d'accord. Je n'étais pas encore consciente, mais j'étais malade. Je ne le savais pas, mais j'étais malade. Oui, parce que vous avez aussi vous avez une autre maladie. Oui. Vous avez été bien malade. Enfin, c'était la suite de ce Voilà. que j'avais eu avant. Tout à fait. Donc vous avez un peu rechuté et puis. Oui, oui. en Et fait. je ne savais pas. Et je ne repeins plus ces boules noires. D'accord. Depuis quelque temps, C'est c'est terminé. traumatisant. Non, je sais pas, peut-être parce que je suis plus malade, ou peut-être parce que je me C'est sens dans le moral mieux. finalement. Hein. Donc Oui. l'état d'âme de l'artiste C'est inconscient, je Voilà. pense. se reflète directement sur la peinture. Bah, justement, je disais dans le reportage, c'est le moi intérieur Ouais. qui C'était ce qui ressurgit. Et Leïla Wahmed traduit ses sentiments, ses états d'âme. Et puis c'est par moments. Vous extériorisez tout ça dans vos toiles. On est en train de voir encore d'autres. Il y a d'autres toiles qui vont Oui, venir. on l'a vu, on l'a pas très bien vu. mais D'accord. Ah, ça, c'est mes calligraphies. Alors là, c'est un autre travail. Donc, la plupart, dans cette exposition, ce que vous avez exposé, ce sont des toiles. Mais là, il y avait quand même 3 œuvres d'art. Le C'était support, c'est juste du pour verre. montrer que Leïla a Wahmed travaillé sur le touche verre. à voilà, exactement. On va les dans la revoir. On peut les calligraphie. revoir. On va les revoir dans un petit moment. Voilà. Voilà. C'est joli. C'est très Donc joli. là, Belle Leïla, calligraphie. quand j'ai rencontré Leïla pour la première fois, je le disais tout au début de l'entretien, Je peignais sur Leïla le verre. travaillait sur le verre. C'était son On a support montré de aussi travail. au grand public que Leïla, elle touche à Voilà. d'autres supports. Vous que avez uniquement- exposé 3 œuvres qu'on est en train de voir au fur et à mesure. Mais là, c'est un travail très délicat, J'adore très faire ça, ça me minutieux. prend tout mon temps. Oui. Ça vous permet de ne pas Avec réfléchir. avec le cerne, vous travaillez. Oui, c'est avec le cerneur. Et ça vous détend, ça vous détend. Oui, exactement comme la peinture. C'est un peu plus minutieux parce qu'il ne faut pas se tromper. Oui, on n'a pas le droit à l'erreur. Non, sur c'est le fichu. verre. Si vous Ah faites oui. un petit écart, c'est terminé. Tout à fait. Et là, donc vous valsez entre le verre et la toile ou actuellement vous travaillez que sur la toile? Ça dépend. Maintenant, sur le verre, c'est des commandes. D'accord. Mais la toile, c'est tout le temps maintenant. Tout le temps. Je Tout peux le temps. plus Et m'en vous passer. vous Oui. retrouvez dans Oui, cette oui. forme d'expression, vous avancez, vous recherchez, vous explorez dans le monde de la couleur. Alors cette exposition, je pense qu'elle se veut itinérante, Lies Khlifati. Oui, exactement. C'est notre nouvelle démarche, comme vous Oui. avez dit tout à l'heure. Vous Eh l'avez ben, dit tout à l'heure. C'est-à-dire, on a signé des conventions. La prochaine exposition de Leïla, c'est juste peut-être fin avril ou peut-être fin juin. Oui. Mais ça sera une exposition vivante et itinérante pour l'année 2019. C'est-à-dire, le programme, c'est au fur et à mesure. D'accord. Prochaine étape. C'est-à-dire, prochaine étape, c'est la Tunisie. Prochaine étape, la Tunisie. Voilà. Et juste quand- après Voilà, c'est Paris. Et Oui. parce qu'on attend l'ouverture de mon centre. Centre C'est- des Arts à Centre des Arts à Oran. Oran, Ah bah que oui. Super. je vais ouvrir mon centre, c'est le bijou de l'Algérie que je l'ai appelé, c'est-à-dire parce que il va nous permettre de faire vraiment dans un cadre très professionnel l'échange avec avec d'autres région exactement. De l'Ouest, par exemple. Non, Bah, l'Ouest, parce que non, ouais, pas spécialement, c'est-à-dire le centre il est ouvert au monde, c'est-à-dire carrément avec ça Oui, rentre il y dans aura les des cadres. échanges culturels aussi, Exactement, je avec- suppose. avec tout. Des artistes étrangers Exactement, c'est ça le but viendront de voilà. exposer au Centre des Arts d'Oran et vous, Ben, il va y vice-versa. avoir, c'est un vrai centre, c'est-à-dire des galeries d'art, de la musique classique, Tout à la fait. danse aussi pour les enfants, des ateliers, beaucoup d'ateliers, céramique, dessin, D'accord. tout ça. Et ce centre, il sera inauguré peut-être fin On est en 2019
justement, on est en train de bosser peut-être 2-3 mois maximum. Voilà. Inch'Allah. En tout cas, bon courage à vous et puis bonne chance pour cette belle exposition. Et j'imagine que vous allez continuer à exposer, cette fois-ci être plus visible. Oui, oui, je pense. Très bien. Elle sera visible jusqu'à quelle date, Jusqu'au 29. Jusqu'au 29. Moi, je dirais, elle est toujours visible au niveau de la galerie parce que, comme c'est une exposition itinérante et vivante, moi, je laisse toujours une partie dans ma galerie pour l'artiste qui expose. Voilà. Et une autre partie qui ira vers Paris, la Tunisie. Une partie de sa collection au Maroc, tout à fait. Alors, ne boudez pas votre plaisir. Et vous avez plus que quelques jours, si vous vous trouvez du côté de Del Ibrahim, pour visiter cette très belle exposition intitulée Allégresse, une exposition signée Leïla Ouahmed. Donc, l'exposition est visible jusqu'à peut-être samedi ou la fin du mois, puisque même si une partie ira vers, sera, disons, visible dans d'autres galeries à l'étranger, mais une partie va rester ici. Très bien. Merci beaucoup, Nassiba. Je vous en prie. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Comme toujours, grâce aussi à vos invités, on a passé un bon moment à parler de peinture. Merci. Voilà. Bon courage à vous et à très bientôt. On va passer cette fois-ci au salon du bâtiment et je vous invite tout de suite à suivre ce reportage qui nous fait plonger carrément dans ce Batimatech pour cette deuxième journée. Regardez, on se retrouve juste après. Des solutions innovantes, respectueuses de l'environnement et répondant aux évolutions technologiques. Voilà ce que proposent nombreuses entreprises présentes dans la 22e édition du salon Batimatech. Le potentiel client, il peut visiter un appartement témoin grâce à un casque virtuel. Alors il se projette dans l'appartement, il visite les chambres, il prend conscience des surfaces de chaque chambre, de son habitation. Il voit les matériaux de finition. L'innovation cette année, c'est la plaque de plâtre extérieure et le plâtre à projeter. Donc la plaque extérieure, elle est destinée à remplacer le mur en briques carrément pour alléger les structures, etc. avec différents avantages acoustiques et thermiques. On est là pour vous présenter la nouvelle solution Aerium. Aerium qui permet d'apporter une solution nouvelle à tout ce qui est isolation thermique et qui répond aux différentes exigences du secteur du bâtiment, entre autres sur tout ce qui est réduction d'effet du gaz à effet de serre, surtout pour ce qui est de la convention de Stockholm que l'Algérie a ratifiée relative justement à cette réduction. Batimatech est également l'espace approprié pour nouer des relations de partenariat gagnant-gagnant. L'importation des produits finis pour la décoration, l'utilité de la maison intérieure et extérieure. Et on travaille avec la société Tigler, c'est des fournisseurs en Espagne. Et on a avec eux un projet de partenariat 51-49 pour développer le produit ici en Algérie avec une main-d'œuvre algérienne et une technologie espagnole. Les énergies renouvelables, une problématique également fortement présente dans le salon, un défi de taille à relever, notamment à l'ère des énormes avancées technologiques. Voilà, c'était donc Saïda Mayouf qui nous a fait donc un gros plan sur le salon et surtout des innovations qu'il peut y avoir chaque année durant ces salons et ces expositions. Eh bien, nous en avons rencontré un qui est donc plein d'idées et surtout plein d'ambition pour travailler ici en Algérie. Il s'agit de Sami Hamoud. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes architecte urbaniste. Oui. Oui, et vous êtes donc designer, vous travaillez dans le design industriel. Je suis architecte urbaniste et designer industriel. C'est cela. Avec une micro-spécialisation dans tout ce qui est retail, donc tout ce qui est architecture commerciale et stratégie commerciale, stratégie marketing appliquée au design. Très bien. Donc, tourner vers la modernité, tourner vers aussi le nouveau, permettre aussi aux personnes, aux ménages, de pouvoir visualiser leur future maison. Absolument. Probablement. En fait, on expose en ce moment à Batimatech. Et donc, en fait, nous avons deux cibles. En fait. Nous sommes des clients B2B, donc business to business. Donc, tout ce qui est promoteur, bureau d'études avec lesquels on pourrait nouer des partenariats. Et en B2C, donc business to consumer. Donc le client final qui peut être vous, moi ou n'importe qui voudrait par exemple refaire sa maison, construire une maison, refaire son appartement. Donc ils peuvent nous confier une étude d'architecture de A à Z et le produit fini peut être présenté en réalité virtuelle. C'est très vendable,
surtout, et ça séduit énormément aujourd'hui le public. Parce que ce sont donc de nouvelles techniques qui ont fait leur apparition. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'émissions, de décorations qui utilisent ce process et pour permettre aussi aux visiteurs, surtout aux téléspectateurs ou carrément aux personnes qui veulent changer dans leur appartement quelque chose, de pouvoir visualiser le travail au final. Je pense, oui, parce qu'il faut savoir une chose aujourd'hui, c'est que la réalité virtuelle, moi je suis convaincu que c'est notre avenir. Je vais rappeler rapidement ce qu'est la réalité virtuelle. En fait, la réalité virtuelle est juste le moyen de superposer une réalité virtuelle à une réalité réelle. C'est ça, se projeter. C'est ça, se projeter par une interface qui est généralement un casque avec, actuellement, à notre stade de technologie, c'est un casque avec des contrôleurs, avec lesquels on peut faire ce qu'on appelle du room scale, donc une mise à l'échelle de l'espace. Et dans le casque, sur cet espace, superposé à cet espace réel, nous pouvons projeter un espace virtuel. C'est extraordinaire. Voilà. À la différence, notre différence, c'est qu'on fait réellement du room scale. Donc en fait, on peut mettre à l'échelle, par exemple, imaginez un studio de 25 ou 30 mètres carrés. On peut réellement aller sur chantier. C'est ça. C'est absolument, voilà, ça c'est les images du dispositif. Donc en fait, voilà comment on est sous le dispositif, voilà à quoi on ressemble. On n'est pas très malin vu de l'extérieur. Mais en fait, c'est une technologie qui a été apportée et qui facilite beaucoup la vie aux professionnels, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans le médicament, que ce soit dans le jeu aussi virtuel. Tout ce process va nous permettre aussi d'optimiser leur travail, d'optimiser le travail. Complètement, en fait, nous on l'utilise sur deux facettes. La première facette, ça a vraiment modifié notre processus de conceptualisation parce qu'on l'utilise réellement dans la conception de nos espaces, parce que ça nous permet de visualiser de nouvelles perspectives. Et le message passe plus facilement avec le client, par exemple. Complètement, parce qu'au lieu de présenter un simple plan papier en 2D, ou une simple 3D figée à l'image, par exemple, de l'image que vous avez derrière vous en ce moment, vous êtes complètement immergé dans votre futur espace. Et la solution, le plus que nous apportons aujourd'hui avec cette technologie, c'est qu'imaginons que vous confiez votre maison, nous entrons dans un débat. Vous êtes... c'est une réalité virtuelle ? Exactement. Donc, et en bas, vous voyez un petit peu les contrôleurs. Donc imaginez que là, sur la gauche, vous avez une image sur la gauche, vous pouvez choisir votre mobilier. Et changer instantanément de mobilier en disant oui, moi ce design-là me plaît pas de mobilier, je préfère celui-ci, je préfère celui-là. Pour le marbre, parce que j'avais commencé à vous dire, imaginons que nous entrions en débat, vous êtes plus team parquet, moi je suis plus team marbre, et je vous dis non, mais le marbre c'est beaucoup plus judicieux. Donc en fait là, d'un clic, vous pouvez visualiser parquet et marbre par exemple, et faire le choix instantanément. Mais sans avoir à prendre le petit échantillon qui fait 10 cm sur 10. Vous êtes loin peut-être de vos études académiques, puisque vous avez fait les pots. Vous avez donc travaillé sur papier, beaucoup donc, de plans. Tout ce qui était un peu réel, c'était donc les maquettes. Absolument. Les perspectives et les maquettes au niveau de l'école d'architecture. Après, à aucun moment nous renions ces outils-là. Nous continuons à les utiliser au début de notre conception. Et la réalité virtuelle, nous, on la voit plus comme une alternative à tous ces outils-là. C'est un outil complémentaire. C'est réellement une complémentarité qui vient au papier. C'est-à-dire, c'est la suite de l'AutoCAD. L'AutoCAD qui vous permettait aussi de travailler aisément, faire des plans plus facilement, de manière plus pratique. Oui, complètement. En fait, avec un gain de temps surtout. C'est ça. Moi, je pense que la révolution de la réalité virtuelle a été, à notre époque à nous, est la même révolution qui a été engendrée par AutoCAD à l'époque du papier. C'est un gain de temps, c'est un gain de visualisation, et c'est un gain de projection pour une qualité projet, un projet maîtrisé. Est-ce que l'AutoCAD est révolu maintenant ? Je pense pas. Pas encore. Je pense pas, parce que ça restera toujours un outil de représentation technique. Et la réalité virtuelle est un autre outil de représentation technique. Peut-être que dans 10 ans, la technologie continuera à évoluer, on se débarrassera des casques, on se débarrassera peut-être quasiment du casque, des câbles, des contrôleurs pour être immergés d'une manière différente. Voilà, ça arrive vite, ça évolue vite, les casques évoluent vite, la technologie évolue vite. Nous, on évolue vite aussi, car on reste réellement très à la page, à l'image de ce qu'on a sur notre studio à Paris. Parce qu'à Paris, je travaille en tant que chef de projet en réalité virtuelle. Donc, je fais une semaine là-bas, 2 semaines en Algérie pour lancer notre boîte à Alger. Et donc à Paris, nous avons monté ce qu'on appelle un studio de photogrammétrie numérique. Ça nous permet de scanner de vrais matériaux et de les inclure dans le logiciel. Voilà. Donc par exemple, vous venez avec un matériau, vous avez par exemple trouvé un bois exotique trouvé à Bali, que je ne retrouve pas dans ma bibliothèque, en me disant moi je veux ça sur mon meuble. En fait, nous avec
notre studio de photogrammétrie numérique, c'est un ensemble d'appareils à photo qui sont tous calibrés avec des coordonnées précises et qui vont prendre des centaines de photos de la même surface pour pouvoir la modéliser en 3D. Bien sûr. Voilà. Après, nous l'appliquons directement et nous avons l'exact rendu du matériau final que vous allez fabriquer en usine, appliqué à la réalité virtuelle. Voilà. Et bien sûr, ce process est utilisé de plus en plus, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui pour faciliter la compréhension, la projection aussi, donc, et le rendu, bien sûr, de ce travail. C'est indispensable pour tous les architectes aujourd'hui, pratiquement. Je pense qu'on va vers ça. Parce que quand on y a goûté, on ne peut plus revenir en arrière. Alors, c'est votre première participation au Batimatech. Vous veniez à l'époque en tant que visiteur. Vous avez pu voir un petit peu ce qui se faisait en matière d'urbanisation et de construction. En fait, c'est un salon qui me faisait rêver quand j'étais étudiant, en me disant, est-ce qu'un jour j'aurai la chance d'exposer? Aujourd'hui, j'y suis, je réalise aussi un rêve. Bravo. Un rêve d'étudiant, un rêve de gamin. Oui. Je suis de l'autre côté de la barrière. Ça évolue bien. Je suis très content de ce que je vois. Il y a de super matériaux, il y a une super évolution à travers les années. Les exposants et à travers les années, oui. Exactement. Et je suis très content de faire partie de toutes ces équipes-là qui sont là, qui activent pour le pays et qui activent pour l'évolution du métier. Et c'est vraiment génial. Alors, tourner vers l'avenir, aujourd'hui, le nouveau visage de l'Algérie aussi, à travers donc, de ces nouveaux matériaux, on va les appeler intelligents aussi, et avec, bien entendu, une optimisation des coûts. Je pense, oui. Et c'est en cela où la réalité virtuelle aussi est un outil qui va dans le sens de ce que vous avez dit, car ça nous permet réellement de mieux maîtriser les coûts. Parce qu'on voit des choses qu'on a beaucoup de mal à visualiser en plan, en coupe ou en simple 3D. Parce que par exemple, ce qu'on avait fait pour un client, c'est qu'on avait resuperposé tous les réseaux, donc réseaux de climatisation, de sécurité incendie, de sprinklage, d'électricité. Ça nous permettait d'optimiser le passage des câbles, donc moins de longueur de câble, moins de pertes. Ça nous permettait d'optimiser aussi le passage des gaines de climatisation, d'avoir un système plus efficient, et moins énergivore aussi, car le passage était beaucoup plus efficient, l'air passait plus vite, passait mieux. Voilà. Alors, vous m'avez tendu une perche pour parler donc, de justement ces énergies renouvelables. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'énergivores, de ces matériaux énergivores. Aujourd'hui, on veut essayer de les éliminer et pouvoir penser de manière plus efficace. Alors oui, on se dirige vers ce qu'on appelle les BPOS, donc les bâtiments à énergie positive. Donc les BPOS, pour l'instant, sont une utopie. Peut-être qu'on atteindra dans les 10 prochaines années. Ça doit passer aussi par un comportement, avant de passer par le matériau. Donc ne pas ouvrir une fenêtre trop longtemps en hiver, pour laisser la chaleur s'échapper et mettre le chauffage plus longtemps. Ne pas changer de type d'ampoule, avoir un comportement beaucoup plus écolo. C'est ça. Et ça doit venir en complémentarité. Les matériaux et le type de conception doivent venir en complémentarité d'un comportement. Voilà. Et c'est les deux composantes qui réellement nous emmèneront vers des bâtiments beaucoup moins énergivores. C'est ça. Et puis voir aussi proposer de nouveaux matériaux plus intelligents, on va dire, moins coûteux et plus efficaces. Voilà, peut-être. Complètement. Complètement. Je pense que ça va dans le sens de l'évolution et dans le thème de Batimatech cette année. Il y a des chercheurs qui travaillent sur ces différents matériaux et des laboratoires qui existent ici en Algérie pour bien sûr concevoir de nouveaux matériaux utiles en construction et surtout, bien entendu, dans le respect et bien entendu dans tout ce qui est donc... nous sommes un pays à forte sismicité, bien entendu, et travailler dans ce sens-là également. Oui, moi à l'image d'un de mes enseignants à l'époque, qui est Monsieur Swami, il a consacré une bonne partie de sa carrière et de sa vie à la sismicité. Donc il a des travaux géniaux sur pas forcément des matériaux très intelligents, mais surtout sur un mode de conception différent qui permettra de pallier un risque sismique. C'est ça. Donc c'est déjà en fait c'est une intelligence de conception avant de compter trop sur le matériau. C'est ça. Voilà. Bien sûr. Ça doit fonctionner de concert. Il y a toujours un comportement qui doit être soutenu par un matériau, une technicité ou une technique. Voilà, la modernisation veut aujourd'hui faire travailler les architectes, les scientifiques, les ingénieurs sur ces nouveaux matériaux, bien sûr, de construction moderne et intelligents, mais dans le respect aussi donc, de notre patrimoine. Donc, comme on l'a vu dans certaines régions, par exemple du sud du pays, ou par exemple dans d'autres pays où les matériaux anciens sont toujours au bout du jour et travaillent pour la préservation de notre patrimoine. Par exemple, l'architecture de terre est toujours
à la mode aujourd'hui. Ah oui, est complètement. revenu complètement à la mode et au devant de la scène. C'est un classique indémodable, l'architecture de terre, parce que ça répond à toutes les exigences. On a une école à ciel ouvert qui est le MZAB. Le MZAB avec toutes les techniques qui sont utilisées, les différents types de conception, l'intelligence dans l'ouverture, dans la position des ouvertures. Ça crée des courants d'air, des passages d'air. On n'a pas besoin forcément de climatisation. Donc voilà, on devrait plus s'inspirer de ce genre de choses avant d'avoir recours à la clim finalement. Parfait, en tout cas. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Invité, surtout. On vous souhaite bonne chance pour ce que vous faites, votre nouveau bureau ici en Algérie et surtout votre première participation au Batimatech. À très bientôt. J'espère. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle Sami Hamoud, vous êtes donc architecte urbaniste, designer industriel. Oui. Voilà. À très bientôt. Merci, au revoir. Voilà, au revoir. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à faire un gros plan sur certains métiers anciens et surtout qui s'intéressent à notre patrimoine. Je vous invite à suivre ce reportage, la fabrication d'un gombri. Dans cet atelier, Miamani met tout son savoir-faire pour la fabrication de l'instrument gombri. Un travail minutieux né de la passion et de l'amour du métier qui demande patience et précision. Fabriqué à base de peau de dromadaire, de boyaux de chèvre, de bois de noyer et de saule, El Gombri est un instrument de musique spécifique aux troupes gnawa, dont l'origine remonte à 5 siècles en arrière. Cet instrument est un instrument moderne et ancien à la fois. C'est un instrument qui apaise le corps et l'âme. Un luth à 3 cordes avec une caisse en forme allongée et d'un manche long et arrondi qui se termine par la sarsara, sorte de hochet mise en mouvement par les vibrations des cordes et qui permet d'obtenir un double registre de basse et de percussion. Je n'échangerai mon activité pour rien au monde. Je suis passionnée par la musique gnawi. La fabrication de l'instrument traditionnel est un domaine très intéressant. À travers cette activité, je découvre les richesses de chaque région. Le Gombri a longtemps animé les belles soirées gnawi et les registres du Diwan Sahraoui. Voilà, c'est donc pour nous inviter à parler bien sûr des arts artistiques et surtout des arts en général. Le 4e art est à l'honneur puisque ce mercredi, nous allons célébrer la journée internationale du théâtre. Pour nous en parler, nous avons Haider Belhassine. Bonjour. Bonjour, bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Vous êtes comédien, metteur en scène, vous aimez le théâtre par-dessus tout. Ah bah... Auteur aussi. Bah oui, j'ai eu à faire des mises en scène. Je suis comédien beaucoup plus. Oui. C'est le métier, les formes et puis voilà, et puis j'y suis. Et puis au théâtre, vous avez aussi une lourde tâche. Vous êtes chef de département, c'est ça? Non, pas chef de département, je suis chef de service production. C'est ça, chef de service production, c'est cela. Je ne retrouvais pas cela sur ma feuille tout de suite. Alors, vous êtes bien placé pour nous parler du théâtre en général, surtout que c'est donc ce mercredi que le monde entier va célébrer le théâtre. Absolument, il va célébrer une date qui a été créée en 62, c'est clair que c'est un 27 mars, qui a été créée par l'Institut international du théâtre, qui a été fondé en 48 aussi, et beaucoup plus, c'est le message qui est clairement et simplement le propre du théâtre, c'est sensibiliser, c'est partager, c'est rendre le théâtre et faire en sorte de rendre le théâtre utile, de rendre le théâtre à travers des structures agréables, de faire du théâtre ce qu'il est, divers, pluriel, et puis voilà. Tout à fait. Et une expression, bien sûr, indispensable aussi pour le peuple aujourd'hui. C'est une forme d'expression. Bah oui, le théâtre, c'est clair que c'est un moyen d'éveil. C'est clair que c'est un moyen, je dirais, beaucoup plus. C'est un moyen de découvrir ce qui peut être beau. Exactement. Alors, c'est une lettre qui va être lue dans le monde entier. La même lettre qui va être lue partout dans le monde. Et en Algérie aussi, vous allez lire cette lettre. Bah, justement, par chaque année, il y a une lettre qui est rédigée. Oui, la lettre actuellement, c'est chaque année, il y a un artiste à qui on confie la lourde tâche quand même. Donc, cette année, c'est un Cubain. C'est un Carlos, j'ai du mal à prononcer la suite. Mais c'est un artiste dramaturge, metteur en scène cubain. Et la lettre a été traduite par Sofiane Attia, qui fait aussi fonction de... C'est un Algérien bien de chez nous. C'est le directeur du théâtre régional de l'Elma.
D'accord. Qui est un comédien metteur en scène aussi, c'est lui qui a traduit la lettre. Et chaque année, donc dans ce cadre-là, il va y avoir un hommage au Théâtre National. Je fais une bifurcation FIFA. Donc il va y avoir un hommage à Madame Linda Sellam, qui est un petit peu malade, et Monsieur Saïd Helmi. Un grand monsieur donc, des planches et de la télévision. Et donc, il a marqué son passage à travers ses travaux. Absolument. Et puis, il va y avoir aussi la lecture de cette fameuse lettre. Donc, ça dépend de chaque artiste, ça dépend de ce que chaque artiste veut dire à travers ce qu'il écrit. Donc, c'est devenu à partir de 62 une tradition annuelle. Voilà. Exactement. Voilà. Et bien entendu, tout un programme a été tracé à cette occasion, que ce soit les hommages, la lettre et aussi une belle pièce théâtrale qui sera encore projetée, en fait, jouée sur les planches du théâtre Mahidine Bachtarzi, qui porte bien son nom. Harlequin, Vallée des 2 mètres, c'est la dernière création du Théâtre National, en coproduction avec le Théâtre Régional d'Oran. D'accord. Donc c'est sous la direction de Ziani Cherif Ayed. Nous l'avions reçu la semaine dernière. Voilà. Donc actuellement les comédiens profitent de 2-3 jours de repos. Ils vont reprendre la pièce, je pense, à partir justement de ce 27, et puis ça va aller au-delà. Et puis, bien sûr aussi, une belle pièce théâtrale qui sera encore une fois jouée, avec bien entendu un nouveau visage, celui donc du Malade imaginaire de Molière. Oui, Slimane Louk, c'est une mise en scène de Beriber Abdelkrim. Et puis aussi, c'est une pièce qui reprend la diffusion et la distribution d'Yala. Donc on a une autre pièce... C'est une pièce qui a été écrite pour la première fois, réécrite pour la première fois par Mahidine Bachtarzi. Absolument. Oui, qui a été jouée, donc rejouée plusieurs fois. Hein. La première version, si on veut, la première réécriture, la première adaptation sur Molière a été faite par Mahidine Bachtarzi. La seconde a été faite par Abdelaziz Garda. Donc, qui est un ancien comédien metteur en scène au Théâtre National. Et la troisième reprise a été faite par Abdelkrim Beriber, qui est un comédien au Théâtre National algérien, qui a fait la mise en scène de cette production. Cette année, on a une autre production pour enfants, Sadiq Al-Bi'a, donc, qui se joue actuellement chaque mardi, parce que c'est les mardis destinés aux petits, enfin les genoux, Et puis, il y a une autre pièce qui se joue et qui partira bientôt en diffusion. Voilà, donc c'est M. Boubacar Sekini qui aura la mission d'annoncer cela. C'est une reprise, c'est une pièce de M. Ahmed Khoudi. Voilà. Et puis on est sur les 3 productions actuellement, plus le programme, Inch'Allah, il va y avoir en annexe un hommage qui va être rendu par une association qui est domiciliée, si on veut, au Théâtre National, l'association du 3e millénaire. Oui, exactement. Voilà. Un bel hommage à Al-Meskoud aussi, jeudi, Inch'Allah. Inch'Allah, ça sera à quelle heure? C'est pratiquement, c'est à partir, je pense, à 18h, franchement. 18h. Voilà, donc c'est en disant... Abdelmajid Meskoud, à qui on souhaite une très bonne santé. Et j'espère qu'il sera aussi présent avec toute sa famille, bien sûr, à cette occasion, bien entendu. Il le mérite. Absolument, voilà. Absolument. Et puis, on va parler aussi donc Le Malade imaginaire sera joué donc samedi à 15h, c'est cela? Oui, les samedis, c'est toujours à 15h. Très bien, parfait. Et puis, parce que ce qu'on peut dire à l'occasion de cette journée, c'est que quand même, c'est un théâtre, quelque part, il faut dire quelque chose. C'est un théâtre qui se cherche. C'est un théâtre qui essaie actuellement d'être au service de la création. Et c'est le propre des artistes, pluriels soient-ils, d'essayer de s'approprier les espaces, d'essayer de provoquer les idées, d'essayer de provoquer les créations, d'essayer de provoquer des concepts, d'essayer de nous... enfin, je ne dirais pas de nous ramener, parce que je fais partie du lot, mais essayer de ramener dans les espaces de création dédiés au théâtre, de ramener quelque chose de pas nouveau, mais je suis même d'inédit. Oui, il y a l'idée de l'inédit, justement. C'est ça. Mais on a besoin de plaire, on a besoin d'être ensuite utile, je pense. On a besoin de voir des pièces qui dégagent du bonheur, on a besoin de pièces qui dégagent... C'est exactement ce que disait M. Ziani Cherif Ayed quand il était venu. On a besoin, le théâtre se cherche actuellement et a besoin bien sûr de nouvelles créations, de nouvelles idées, d'une nouvelle énergie. Les métiers aussi qui se perdent, peut-être qu'aujourd'hui, malgré la formation, vous-même, vous avez fait une formation, vous êtes passé par l'INADC, l'école d'art dramatique, bien sûr, de Bodj El Kifen. Vous avez continué à apprendre ce métier parce que vous l'aimiez. Et vous en faites, d'ailleurs, la preuve, vous avez eu plusieurs prix, vous avez représenté l'Algérie un petit peu partout. Vous avez donc voyagé grâce à vos pièces théâtrales. Et vous en êtes fiers. Et le public aussi en est fier, l'Algérie aussi en est fière. Non, mais pour l'idée, pour expliquer c'est quoi que le théâtre se cherche, c'est qu'en termes techniques, et on a des théâtres, des espaces qu'on appelle les boîtes conventionnelles. La plupart des grands théâtres, c'est des boîtes à l'italienne. Les boîtes,
يحتاجوا des métiers, la technique, les accessoires, la machinerie, les métiers qui tournent autour de la création théâtrale. Déjà, c'est des métiers qui se perdent. Et entre autres, le théâtre se perd parce qu'il y a un manque, comme vous l'avez dit, de nouvelle énergie. On a vraiment besoin de nouvelle énergie. On a besoin de projets de metteur en scène. On a besoin de projets. Mais je ne dis pas que c'est contraire parce qu'on se doit dire بالدارجة quand même. Au contraire, البيبان كانوا مفتوحين. بصح l'idée المليحة, elle s'impose d'elle-même. La bonne idée de faire نفسها. Donc le propre actuellement, les gens, ils commencent à s'approprier les espaces. Win كاين مسرح qui fasse le pas, qui commence. البيبان مفتوحين. Exactement. En tout cas, le théâtre n'est pas la propriété de personne. Quand même. Exactement. En tout cas, on n'aura pas beaucoup de temps pour pouvoir développer, mais grâce à vous, on a pu faire le point sur ce qui est donc de cette journée, l'animation, pour en tout cas parler de cette journée internationale du théâtre. Ça sera donc ce mercredi, demain. Donc ça commencera à partir de... Début d'après-midi. Début d'après-midi. Et puis bien sûr, le programme a été donné. On aura l'occasion d'en reparler. J'espère qu'on aura aussi le plaisir de recevoir peut-être le fils de Abdelmajid Mskout pour nous parler de cet hommage de ce jeudi. Merci beaucoup, Haider. Blahsine, je rappelle que vous êtes donc metteur en scène, comédien et aussi vous avez une tâche chef de service au niveau du théâtre. Production. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi. Et bonne chance. Également. Voilà, très bientôt. Je vous invite tout de suite à aller carrément dans une très belle région, la région des Babor, cette fois-ci, pour découvrir une belle civilisation, les anciennes civilisations du mont Babor, de Rahim Abdelaziz. Avant l'arrivée des tribus bavards, ces massifs montagneux furent habités par des populations autochtones. Les flancs nord et sud des Babor ont connu de nombreux foyers civilisationnels grâce aux multiples richesses floristiques, faunistiques et hydriques dont dispose cette région. Des facteurs favorables qui ont aidé l'homme à s'établir dans ces contrées, et ce depuis déjà l'époque néolithique. Je pense que la thèse de l'installation de la tribu bavare dans cette région est des plus plausibles. Les époques reculées ont enregistré d'importants flux migratoires à partir de la Mauritanie occidentale vers l'Algérie actuelle. La datation exacte de ces migrations est des plus imprécises. Il reste évident que cette tribu des Bavars s'est établie dans cette région. وإنما هناك قبيلة انتقلت إلى هذه المنطقة وسكنوا بهذه المنطقة. Stratégique, cette région montagneuse est reliée aux côtes méditerranéennes avec les anciennes cités numides de Sétif, Djémila et Mila. Dans ce même ordre d'idées, on retiendra que la région de Egmoun abrite une ancienne civilisation. Au niveau des massifs d'Egmoun apparaissent les monts des Babor qui renferment aussi d'anciens vestiges. La civilisation bavare a existé comme le prouvent des pièces de monnaie découvertes sur ce site. Ces pièces sont datées du IIIe siècle de l'époque chrétienne. Ceci prouve que cette civilisation a bel et bien existé. Une belle civilisation, en tout cas dans la région des Babor. Eh bien, on va vous emmener cette fois-ci du côté de Tindouf avec Rahim Abdelaziz, toujours, puisqu'il est sur notre plateau pour nous en parler en détail. Bonjour Rahim. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, et vous-même? Très bien. Alors après la nature, on comprend que vous êtes toujours passionné et de grands airs et surtout de civilisation et d'archéologie. Cette fois-ci, on découvrira des stations et des sites rupestres. Au niveau du sud-ouest de Rajbilet. Oui, dans la région de Tindouf. Voilà. À la frontière mauritanienne, algéro-mauritanienne. Une vaste donc, réserve, on va dire.
très vaste. Reste à découvrir. Voilà, et surtout désertique. Hein. Désertique, oui. Pas beaucoup d'accès, pas beaucoup donc, de personnes qui la connaissent, cette région, à part vous, part les Touaregs aussi. Les nomades. Les nomades, qui peuvent passer par cette région. Qui transitent, c'était la route du sel. La route des caravaniers. D'accord, l'ancienne route des sels. Eh bien, on va voir en image cette belle région. Vous nous avez rapporté les sites archéologiques de Raj Bilet à Tindouf et on revient pour en parler en détail. On est dans la vaste région de Raj Bilet, au sud de Tindouf. D'apparence désertique, ces espaces renferment d'innombrables sites archéologiques anciens. Guide et spécialiste du parc de Tindouf, Brahim Zreibi tente de nous faire découvrir cette partie du Sahara algérien. Tindouf a pendant longtemps été perçu comme un milieu désertique où les conditions de vie sont des plus hostiles. Avec la création du parc culturel et naturel de Tindouf, on a pu mettre à jour des sites archéologiques anciens. Brahim Selem et son assistant Bachir nous font visiter le sud-est de Raj Bilet où existent d'imposants monuments funéraires préhistoriques. Brahim signale que certains parmi ces monuments ont appartenu à des familles royales et qu'au niveau de Oued Aouin Bellagra existe plus de 5000 tombeaux funéraires anciens. Brahim s'inquiète du sort de ce patrimoine archéologique une fois l'activité minière reprendra. À même les flancs des collines jouxtant Oued Aouin Bellagra, Brahim nous indique l'existence de gravures rupestres d'autruches. Brahim attribue ces œuvres rupestres à l'homme ayant édifié ces tombeaux funéraires primitifs. Il s'agit de Bazina, dont bon nombre se trouvent à même les bordures de l'Oued. On est en pleine période préhistorique. Brahim nous fait découvrir d'autres gravures de bovidés exécutées à même un bloc de grès, tout près de celui renfermant des autruches. En cette période préhistorique, ce type d'animaux a bel et bien existé au niveau de Oued Aouin Bellagra. En cette période, l'Oued prenait sa source à partir de cet endroit avant de se propager dans la région de Raj Bilet. C'est extraordinaire comment est-ce que le passage du temps a préservé en tout cas ces sites archéologiques et vous le disiez si bien, très ancienne civilisation. L'Algérie pourrait encore une fois prouver que c'est un ancien, en tout cas le berceau de l'humanité presque. Exactement, il s'agit bel et bien d'un des plus anciens berceaux de l'humanité au niveau de l'Afrique. Oui, preuve, bien sûr, avec ces images, et c'est surtout ces spécialistes qui travaillent dessus, avec ces gravures rupestres, mais pas que, ces tombeaux funéraires. Il y a également des stations rupestres qu'il faut coûte que coûte préserver. Justement, on s'apprête à exploiter les gisements miniers. Oui, c'est une station, justement, c'est une... Voilà. Les sites aussi bien rupestres que les monuments funéraires sont justement partie prenante de ce gisement. Elles sont à l'intérieur du périmètre exploitable. Donc c'est un danger pour cette partie Ils sont archéologique. répertoriés par les éléments du parc culturel et naturel de Tindouf, mais on s'interroge comment les préserver une fois que le site minier démarrera. Et ça va être difficile de pouvoir préserver tout dans le respect bien sûr de ces peintures rupestres et surtout gravures rupestres. Alors bien entendu ce sont des images inédites, pour la première fois c'est passé à la télévision algérienne, donc sur Canal Algérie au journal télévisé et aujourd'hui bien sûr dans notre émission Bonjour d'Algérie. Ça continue les recherches en tout cas concernant ces anciens sites. C'est le travail, en tout cas, de chercheurs, archéologues, qui n'ont pas de véritables outils aujourd'hui pour pouvoir montrer tout cela. Et
nos archéologues ignorent jusqu'à l'existence de ces sites qui restent méconnus. Et on est loin d'avoir effectué des recherches au niveau d'autres sites qui sont situés au sud de Rajbilad, notamment ceux de l'Khal ou la région de Chnachin, qui côtoie de près le nord de la Mauritanie. Bravo en tout cas pour ce travail, Rahim. On continuera à en parler. Aujourd'hui, malheureusement, le temps nous presse. Donc, on aura l'occasion de vous retrouver pour d'autres émissions et passages dans Bonjour d'Algérie pour continuer à nous expliquer ces belles découvertes. À très bientôt. À très bientôt. Voilà. Eh bien, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. Merci à toute l'équipe. Merci à Wafa Rouati de nous avoir accompagnés à la réalisation. Radia Boulmaali également et Amina Bouhamdani au script. Je vous dis à demain, Inch'Allah, 8h, 9h30. Au revoir et merci à toute l'équipe.